Je vais essayer d'être un peu efficace aussi. Le format de l'intervention a bougé dans ma tête toute la journée au fur et à mesure où j'entendais, où j'imaginais ce que vous voudriez entendre. Le message de base est celui-ci, et si j'avais qu'une minute, ce serait ça que je retiendrais. C'est premièrement, il y a une recherche quantitative au sens de biomédical qui est possible dans le champ notamment des soins palliatifs. Moi, ce qui m'intéresse, enfin mon travail, c'est plus les soins palliatifs que la fin de vie en tant que telle. Cette recherche est possible et elle nous est accessible sous réserve qu'on fasse des partenariats intéressants. Et l'histoire de la recherche que je vais vous présenter, c'est ça, hein, c'est une idée d'un clinicien isolé quelque part, soutenu par l'équipe régionale de recherche en soins palliatifs de la région PACA, dirigée par le docteur Bernard. Premier message, à mon avis, fondamental. Deuxième message, il y a de la pédiatrie et il y a des enfants dans les problématiques de soins palliatifs et de fin de vie. Alors j'imagine que vous n'étiez pas forcément venu ici pour entendre ce genre de choses, mais c'est tout à fait vrai. Et on a besoin, nous, pédiatres, soignants dans le contexte de la pédiatrie, de le faire savoir, de faire de la recherche, y compris quantitative à ce sujet, pour mobiliser des moyens et améliorer l'accès aux soins palliatifs actuellement. Parce que pour l'instant, cet accès est insuffisant. Et très probablement, on ne le mesure pas, mais le devenir et les symptômes et la souffrance de nos patients sont encore beaucoup trop importants par rapport à ce qui pourrait être. Voilà, ça c'était le topo en une minute si ça avait dû durer qu'une minute. Donc, sinon, je suis Gabriel Revon-Rivière, je suis médecin en équipe ressources de soins palliatifs pédiatriques et je travaille aussi en oncologie et hématologie pédiatrique à la Timone à Marseille. Et donc, autre élément de contexte, c'est que ces recherches-là se font par des cliniciens qui travaillent à mi-temps sur un poste, à mi-temps sur un autre, et qui font de la recherche, comme vous tous, hein, le soir et le week-end. Et là aussi, il y a un élément fort à rappeler. Je pense qu'on a besoin de se structurer pour obtenir des financements propres et développer ce champ de recherche qui mérite de l'être. Bon, passons à des choses un peu plus, peut-être un peu plus pragmatiques. On a décidé d'étudier l'intensité des soins en fin de vie parce que c'est quelque chose qui est aisément mesurable. Mesurer la valeur et l'implication d'une équipe de soins palliatifs, actuellement, ce n'est pas possible. Donc, on a décidé de définir, enfin, ou de mesurer les soins palliatifs de façon négative. Dans la situation du cancer, on le rappelait tout à l'heure, on est quand même dans un modèle où la mortalité peut être relativement bien prédite. On a un certain nombre de critères qui nous font dire que la fin de vie est sinon certaine, du moins très probable, et que ce sont des patients qu'on appelle des patients à haut risque, et ces patients-là doivent être pris en charge par des équipes de soins palliatifs. Il existe des équipes ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques dans toute la France, une bonne vingtaine, dont les missions sont théoriquement pas de prendre en charge les patients, mais plutôt d'aider les structures de palliatifs existantes à s'adapter à des prises en charge pédiatriques qui posent évidemment un certain nombre de questions. Leur mission est aussi de contribuer à la recherche clinique et à la formation. On travaille donc sur cette intensité des soins en fin de vie, qui rejoint la question également du domicile, qui rejoint la question des morts non planifiées, la question de l'information des malades, la question de leur autonomie dans les prises de décision. En pédiatrie, ça se complique d'une valence qui peut être aussi l'autonomie d'une famille plutôt que l'autonomie simplement d'un enfant. Et on essaye évidemment de savoir s'il y a un lien avec la qualité de vie. Et ça, on n'est pas du tout encore en mesure de le mesurer. On n'a pas encore les outils qui nous permettent de mesurer la qualité de vie. On n'a même pas encore d'outils standardisés pour mesurer les symptômes en dehors de la douleur. Et la qualité de vie, comme vous pouvez le voir sur la petite photo, en pédiatrie, c'est évidemment très large, enfin ça l'est également aussi en médecine adulte, mais il y a des interventions assez simples des équipes de soins palliatifs en pédiatrie pour améliorer la qualité de vie, permettre à un enfant de retourner à l'école malgré un handicap sévère et une espérance de vie limitée, lui permettre de maintenir une insertion familiale, éventuellement lui permettre de rester à la maison, tout simplement. Alors pour aller un peu sur la problématique, hein, l'idée c'était pas de faire un laïus sur le soin palliatif pédiatrique, mais de présenter un papier. Donc nos prérequis sont ceux-ci. Les adultes, et c'est documenté dans une littérature biomédicale qui est considérée comme valide et qui donne lieu à des financements, que ces adultes sont demandeurs d'une moindre intensité des soins lorsqu'ils sont au courant de leur pronostic, et que cette moindre intensité des soins en fin de vie est associée à une meilleure qualité de vie. Ce n'est pas documenté chez l'enfant et l'adolescent. Et il existe des indicateurs d'intensité des soins en fin de vie dont nous allons essayer de tenter l'utilisation en pédiatrie. En fait, c'est ça ce projet-là. Juste un petit point, parce que ça va apparaître dans les méthodes. 80% des enfants, sur la période que nous avons étudiée, atteints de cancer, décèdent dans des hôpitaux, très majoritairement dans des CHU, en France.
Alors quand on explique cette problématique-là à des oncologues, parce que l'idée c'est aussi ça, c'est aussi d'avoir une recherche qui est biomédicale, visible, qui peut donner lieu à des financements et qu'on peut traduire à des gens qui vont être en première ligne de ces situations, eh bien, il faut leur expliquer que c'est un paradoxe. Tout le monde cherche la meilleure qualité de vie pour les enfants. Et chez les adultes, on a déjà démontré que l'intensité des soins en fin de vie était liée à une moins bonne qualité de vie. Plus vous en faites, moins bien votre patient se porte. C'est là le paradoxe qu'il faut expliquer. Quand les gens sont familiarisés avec la question des soins palliatifs, il n'y a aucun problème pour comprendre ça. Mais en fait, vis-à-vis de nos collègues encore, en 2019, il faut faire cet effort de pédagogie. Et puis, les soins palliatifs réduisent la haute intensité des soins et améliorent la qualité de vie. En fait, là, ça redevient complètement logique. On a voulu étendre ces questions aux soins à la pédiatrie et aux jeunes adultes. Donc on a pris une population qui avait entre 0 et 25 ans, donc on s'étend un peu au-delà de la pédiatrie quand même, pour des raisons d'effectifs évidemment, mais aussi parce qu'on a une homogénéité dans cette population sur certaines pathologies, que les traitements sont très souvent intensifs, que la communication avec les patients est différente de celle qu'on a chez les adultes non accompagnés, entre guillemets, notamment avec les communications qui sont axées vers la communication avec la famille et les représentants légaux. Et on imagine, mais on n'a pas pu le documenter, que les résistances à la mise en place des soins palliatifs, ce que les anglo-saxons appellent les barriers, sont différentes en pédiatrie de la médecine adulte. Je vous rappelle, cette haute intensité des fins de vie n'est pas définie en pédiatrie. On va extrapoler des outils de mesure qui sont des outils de mesure adultes. Donc on voulait décrire ça pour la première fois à l'échelle nationale de façon exhaustive, par le moyen d'outils connus, validés, compris par nos collègues anglo-saxons, etc. Et c'est uniquement en faisant ça, et en faisant du quantitatif assez réducteur, et quasiment en dupliquant une étude qui était déjà faite, qu'on a réussi à nous ouvrir la voie aux soins palliatifs pédiatriques à des revues américaines. Voilà. Alors, non pas que le but de notre vie à tous doit être de publier dans des revues américaines, mais donner de la visibilité à nos travaux et ensuite pouvoir asseoir notre crédibilité en tant que professionnel vis-à-vis de nos autres collègues médecins et paramédicaux sur des publications de bon niveau. C'était ça l'objectif. Les méthodes, c'est une base de données administrative et une étude rétrospective sur cette base de données. Donc c'est une base de données nationale avec des patients qui sont décédés avec un séjour hospitalier. Mais hospitalier, ça peut être de l'hospitalisation à domicile ou du SSR. Et l'outil de mesure qu'on a utilisé, c'est un outil déjà très utilisé, c'est définir la haute intensité d'un patient qui va décéder de cancer par les critères suivants. De la chimiothérapie intraveineuse dans les 14 jours avant le décès. Une hospitalisation en soins intensifs ou en réanimation dans le dernier mois de vie. Plus d'un passage aux urgences dans les 30 derniers jours. Et plus d'une hospitalisation dans les 30 derniers jours. C'est important de les avoir en tête parce que ça conditionne tous les résultats et ces critères sont hautement critiquables. On peut absolument écrire 3 livres sur le fait que ces critères ne reflètent pas la réalité ou la complexité des situations, que ce n'est pas sur cela qu'il faut se baser pour évaluer notre système de santé. On peut tout à fait dire ça. Néanmoins, c'est en utilisant ces outils-là qu'on a réussi à donner de la visibilité à ce travail. Et la très haute intensité, c'est intubation ou ventilation mécanique, réanimation et dialyse. Ces critères-là ont été définis par des adultes, par des groupes d'ELFIV, donc des focus groups, où on prenait des patients, des professionnels et des patients professionnels et des chercheurs, et ils ont réfléchi ensemble sur les soins qui seraient enclins à refuser s'ils étaient au courant qu'ils étaient dans une dimension palliative de leur traitement. Alors, quels sont les résultats? Du coup, là, en fait, ça va assez vite. 2 tiers des patients subissent une haute intensité des soins en fin de vie. J'ai gardé le même acronyme qu'en anglais, parce que comme ça donne un peu le ton. 25% de cette haute intensité concerne de la chimiothérapie intraveineuse dans les 14 derniers jours. Plus d'un tiers sont admis en unité de soins intensifs. 5% passent par les urgences plus d'une fois. Et 12% sont hospitalisés puis réhospitalisés. Et un tiers d'entre eux sont intubés ou ventilés quand même. Alors on a une comparaison aux autres pays développés qui est possible parce que du coup on rentre dans une forme, on rentre dans une manière de mesurer les choses qui va nous permettre de mesurer éventuellement de façon séquentielle dans le temps si ça s'améliore ou si ça se dégrade, et qui nous permet aussi de nous comparer aux autres pays. En Ontario et en Californie, c'est inférieur à chez nous, et c'est à peu près 40% de haute intensité des soins en fin de vie. À Taïwan, au moment où ils ont publié cette étude, qui était une grosse étude au début des années 2010, c'était au moins supérieur à 60%, donc probablement plus près de ce que nous voyons comme statistique. Et ça peut être lié, ou en tout cas moi j'ai décidé de le comparer, à la proportion des décès hospitaliers. À Taïwan, ils ont 80% de décès hospitaliers. Nous, on a plus de 80% de décès hospitaliers, et on a aussi une prévalence très importante, ou une incidence très importante de ces soins intensifs en fin de vie, qui sont moins importants
dans les contextes nord-américains, probablement pour des raisons médico-économiques et aussi de financement des structures de soins palliatifs pédiatriques, mais ils ont clairement moins de soins intensifs et aussi moins de décès hospitaliers. Le rôle du hospice care, le rôle du retour à domicile avec des structures de soins pédiatriques spécialisées est probablement à questionner là. Les facteurs de risque qu'on a observés dans notre population, bon, il y en avait auxquels on s'attendait tout à fait. Avoir une pathologie hématologique, une leucémie, ça a été dit ce matin, c'est un facteur de risque, c'est décrit dans le monde entier. Avoir une complex chronic condition, c'est-à-dire avoir un code qui dit que l'état de santé se dégrade ou qu'on a une comorbidité, c'est évidemment un facteur de risque qui signe plutôt l'aggravation du patient. Être pris en charge dans un centre spécialisé et venir être domicilié dans un endroit où il y a un indice de défavorisation sociale est aussi un facteur de risque. Et éventuellement, le lien qu'on pourrait faire, c'est défavorisation sociale, moindre accès aux soins palliatifs et donc plus grosse exposition aux soins intensifs en fin de vie. Évidemment, donc ça se fait plus trop les animations normalement, mais là c'était trop beau. Les soins palliatifs sont un facteur protecteur majeur, la mise en place de soins palliatifs majeur de cette intensité en fin de vie, probablement par un certain nombre de mécanismes qu'on verra. Donc les résultats, je les avais juste repris sur une diapo là. 1900 patients pour une étude d'oncologie adulte, c'est presque rien. Pour une étude pédiatrique qui s'intéresse aux moins de 25 ans, c'est un effectif absolument énorme. Et c'est des choses qu'on peut tout à fait faire dans notre pays du fait de la très bonne qualité des bases de données administratives. Et ça, voilà, ça c'est la manière de traduire ce propos-là aux collègues oncologues, y compris à l'international, c'est le paradoxe des soins palliatifs. Le moins vous en faites, le mieux votre patient se porte. Si votre patient a accès aux soins palliatifs, il a accès à une meilleure communication, à une anticipation, éventuellement à du soin palliatif à domicile. Il va avoir une intensité des soins en fin de vie qui sera moindre, et il y a probablement, mais on n'est pas encore capable de le démontrer, un lien avec une meilleure qualité de vie. Bon voilà, sur les méthodologies, je vous ai rabâché qu'on avait un grand échantillon, qu'on avait une étude inhabituelle, et j'insiste là-dessus parce que je pense qu'en plus on peut répliquer ce genre d'études et en faire d'autres du même type, et je trouve ça vraiment dommage de s'en priver. Par ailleurs, on a aussi des limites, évidemment. Il y a une proportion de décès qui ne sont pas étudiés parce qu'ils n'étaient ni HAD ni hospitalisation. Et pourtant, c'est ceux sur lesquels les soins palliatifs travaillent le plus, parce que c'est là où ils vont faire eux-mêmes la coordination des soins à domicile. Et ceux-là ne sont pas étudiés. Il y a la question de la mortalité liée au traitement. On n'a pas accès aux causes de mortalité dans les bases de données administratives. En général, c'est estimé entre 10 et 20% des malades qui décèdent. Donc ça ne suffit pas du tout à expliquer à soi seul la haute intensité, mais c'est quand même une limite. La définition de l'accès aux soins palliatifs est un problème fondamental parce qu'on travaille sur du codage, donc soit un code soins palliatifs, soit un passage en USP, soit un passage en LISP, et on a additionné tout ça pour définir le soin palliatif. Et avec ça, on a déjà un effet, mais rien ne permet de dire que ce n'est pas seulement un patient qui est topé, comme on dit, soins palliatifs, alors qu'il n'a jamais rencontré une équipe de soins palliatifs. Et même avec ça, on arrive à avoir un effet des soins palliatifs, mais en tout cas, on n'arrive pas à différencier ce qui a été appelé dans la littérature anglo-saxonne le soin palliatif généraliste, prodigué par l'oncologue, du soin palliatif spécialisé que nous, on promeut, c'est-à-dire cette rencontre avec une autre équipe qui va pouvoir apporter d'autres compétences et une vision des choses différentes. La pertinence des indicateurs et la question de l'autonomie des patients, ça c'est une question très anglo-saxonne, c'est-à-dire, oui d'accord, mais si le patient il est au courant et qu'il veut aller en réanimation, pourquoi finalement ce serait pas un critère de qualité? Donc ça reste une limite importante dans les discussions, notamment internationales, c'est la question de ne pas être paternaliste et de dire, oui, s'il veut être intubé et ventilé, que c'est son choix et que c'est documenté, ça pose aucun problème. On peut être d'accord ou pas avec ça. Voilà, donc juste les perspectives de recherche. Les perspectives de recherche, c'est à la fois pour dire qu'on a des choses en cours et qu'on est intéressé, mais c'est aussi un peu la bouteille lancée à la mer. Hein. Si quelqu'un veut travailler avec nous sur des sujets de ce type, on est évidemment très intéressé parce qu'on manque de compétences et de temps disponibles pour ça. Développer des critères adaptés à la pédiatrie pour mesurer la même chose que ça. La mesure des symptômes rapportés par les patients et quand est-ce qu'on va enfin pouvoir arriver à demander à nos patients comment ils se sentent sur le plan des symptômes et à approcher la question de leur qualité de vie. Ça, c'est en cours, mais on a besoin de monde pour valider et diffuser. L'extension de ces problématiques à d'autres spécialités pédiatriques, c'est-à-dire l'extension de la culture palliative en dehors de l'oncologie. Et puis, éventuellement, refaire cette étude et mesurer l'impact de ce qu'on met en place dans 4, 5, 10 ans pour voir si les choses changent. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Peut-être juste un dernier, pour enfoncer le clou, un dernier mot. Dans les soins palliatifs, il y a énormément de réticence à faire de la recherche quantitative, et on le comprend. La recherche quantitative et l'evidence-based medicine des médecins, c'est quantitatif et c'est réducteur, et c'est pas bien. Et c'est pas comme une vision holistique, et c'est pas respectueux des acteurs, et c'est pas bien. Simplement, la vision
qualitative, française, nationale, elle est difficile à exporter, elle ne nous donne pas de visibilité, et probablement vis-à-vis des tutelles, ça ne nous donne pas non plus beaucoup d'arguments pour négocier les financements qui nous sont alloués en termes d'efficacité. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Merci du coup pour votre attention. Merci.